Concrètement, comment on peut savoir c'est quoi le meilleur programme à choisir en fonction du type de pratiquant qu'on a en musculation? Donc si on est débutant, intermédiaire ou avancé. En fait, c'est pas par rapport au niveau, moi, que je définis le type d'entraînement, c'est plutôt par rapport à la fréquence d'entraînement. Un gars qui peut s'entraîner que une ou deux fois par semaine, avec un split, il pourra pas faire tous les muscles. Alors qu'avec un full body ou un half body, là c'est cohérent. Donc à la limite, quand tu es débutant ou que tu peux pas t'entraîner beaucoup par semaine, ça c'est bien. Ou quand tu es en vacances, tu sais que tu vas t'entraîner qu'une fois par semaine, parce que les vacances c'est fait pour profiter. Là tu fais un half body, full body, c'est intéressant. Le split, quand tu as un niveau soit un peu plus avancé, soit que tu peux t'entraîner 3, 4, 5 fois par semaine. Ça c'est cohérent parce que du coup tu peux. Le problème du half et du full en fait, c'est que bah, tu vas faire tout le corps ou toute la moitié du corps dans une séance, donc tu vas pas pouvoir faire 3 exos dos, 3 exos pec, 3 exos biceps, 3 exos triceps. Sinon, bah, tu fais des séances de 4 heures, c'est trop fatigant et on sait que c'est contre-productif. L'avantage du speed, c'est que tu peux avoir un bon volume par séance, voire même par semaine. Il y en a certains, ils font 2 fois les pecs ou 2 fois les jambes parce qu'ils ont un retard à ce niveau-là. Il faut savoir que si tu fais moins de 10 séries effectives, c'est un volume qui est très bas et tu auras du mal à progresser, sauf si tu es débutant. Entre 10 et 20, c'est un volume qui est, on va dire, recommandé, un volume modéré. Et au-dessus de 20, c'est quand vraiment, soit tu as un niveau très avancé, tu as besoin de beaucoup de volume, soit tu as un gros retard à ce niveau-là. Et en général, tu le fais sur 2 séances, tu fais 2 séances pec ou 2 séances jambes. Et au total, dans ta semaine, tu cumules entre 20 et 30 séries. Ça, c'est un volume élevé. Comme toi, c'est vrai que j'ai remarqué ce truc-là parce que j'ai vraiment testé les deux en fait. J'ai testé pendant très longtemps half body, full body et là actuellement je suis en split vraiment. Débutant novice, peu importe le programme, full body, half body, ce que tu veux, tu vas progresser sans problème. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que là depuis que je suis passé en split où je commence à faire 3, 4 exopec, dos par séance à chaque fois, bah là je suis beaucoup plus balèze, j'ai beaucoup plus de progrès sur mes charges, sur la balance, même devant le miroir que quand j'étais en half body. T'as plus ce côté où tu peux aller te tuer pendant tes séances. Genre t'as ta séance pec, t'as tes 4 exos, tu vas t'exploser, tu sais que tu vas sortir, tu vas doubler de volume au niveau de tes pecs, tu vois, ton t-shirt il va être super serré. Alors que t'as pas forcément ça avec le half body ou le full body par exemple, où t'as juste ton petit développé couché et puis voilà quoi. Après, faut pas tomber aussi dans le more is better, tu vois, ou dans le no pain, no gain. Souvent, les gens, tu vois, ils sont là, ils vont mettre 6, 7, 8 exos dans la séance. Mais au final, c'est contre-productif parce que le problème, c'est que si tu fais ça comme volume d'entraînement, au cycle d'après, tu vas faire quoi? Il va falloir que tu augmentes le volume, mais comme tu es déjà au plafond, tu vas faire quoi? Tu vas rajouter un ou deux exos. Donc ta séance qui durait déjà 1h30, 1h45, elle va durer 2h30. Tu peux pas. Donc en fait, c'est pour ça que, en général, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais programme d'entraînement stricto sensu. Mais ce qui est difficile par contre à faire par la suite, c'est comment tu le fais évoluer. Ok, tu as un programme, il est pas mal, tu vois, il est plutôt bien construit. Mais en fait, comment tu fais après? Est-ce que tu vas augmenter au cycle d'après l'intensité? Est-ce que tu vas augmenter, donc par intensité, j'entends le RPE, tu vois, l'échelle de difficulté, hein. Est-ce que tu vas augmenter la charge d'entraînement, donc le tonnage dans ta séance? Est-ce que tu vas augmenter le volume, donc plus de séries ou plus d'exercices? Il faut que tu joues, tu vois, sur une de ces métriques-là. Parce qu'en fait, si tu répètes, quand tu t'entraînes, tu imposes un stress à ton corps, à tes fibres musculaires. Si tu fais pas progresser ton programme, tu le gardes comme ça pendant 6 semaines, 8 semaines, 12 semaines. Ça veut dire que chaque semaine, tu répètes le même stress. Sauf que ton corps, lui, s'est habitué. Et donc, du coup, bah, ce stress-là qui était difficile, par exemple, je sais pas, il était à 9 sur 10 sur une échelle de difficulté à ton corps, bah, la semaine d'après, il va ressentir un 8,5 ou un 8, puis 7, puis 6, et tu progresseras pas. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, un programme doit évoluer dans le temps. Et là, je me permets d'anticiper une question parce que souvent les gens disent, je comprends pas, il y a ceux qui disent qu'il faut changer souvent son entraînement, et il y a ceux qui disent qu'il faut pas le changer et que ceux justement qui disent qu'il faut le changer, c'est des vendeurs de rêves, c'est pour le marketing, pour vendre plus de coaching. Et en fait, les deux ont raison et ont tort en même temps. Il faut pas changer son programme d'entraînement en termes de squelette, c'est-à-dire le choix des exercices. Moi, j'ai 11 ans de muscu, je continue à faire du squat, du développé couché, enfin des exercices de base. Mais par contre, ce qui doit changer tout le temps, c'est ce que je disais. Soit tu fais évoluer le RPE, soit le volume, soit le temps de repos. Il y a toujours une métrique qui augmente semaine après semaine et on cycle comme ça. Et ça, c'est cohérent. Mais en soi, le squelette de l'entraînement, les exercices, eux, ne bougent pas. Ce qui bouge, ça peut être le reste, les méthodes d'entraînement, etc. Comment tu expliquerais ces cycles de progression à une personne qui n'y connaît rien et comment concrètement on peut l'implémenter dans sa routine, on va dire, pour réussir à progresser? Ouah, ça, c'est vraiment compliqué parce qu'en fait, c'est le métier à part entière qui veut ça. En gros, en préparation physique, on raisonne en termes de ce qu'on appelle un macrocycle.
Un macrocycle, ça dure 12 semaines. C'est pour ça qu'en général, les coachs te font des transformations en 3 mois. Pour deux raisons. Parce que la première, c'est que un macrocycle dure 12 semaines, donc 3 mois. Et ensuite, le macrocycle, tu vas le découper en plusieurs mésocycles qui sont un peu plus courts, 3, 4, 5 semaines, qui eux-mêmes vont se découper en microcycles de 1 semaine à 10 jours, qui eux-mêmes vont se découper en une séance après l'autre. Ça, c'est la première raison pour laquelle, en général, on fait des transferts en 3 mois. Et la deuxième, c'est parce que physiologiquement, le corps, il a besoin de 3 mois pour voir les premiers effets. C'est-à-dire que quand tu fais un mois de muscu, tu peux pas vraiment voir le avant-après, sauf si vraiment tu es débutant de ouf. Alors qu'au bout de 3 mois, c'est là que tu commences à voir, c'est la science qui l'a prouvé, la littérature scientifique, là que tu commences à voir les premiers résultats significatifs au bout de 3 mois. Quand tu veux viser l'hypertrophie, on va dire tu vas viser entre 6 et 12 à 15 répétitions. Ça, c'est important à connaître. Quand tu fais un programme de muscu, tu vas avoir 3, 4, 5 exercices. Non, 5 c'est un peu trop. 3 à 4 exercices par groupe musculaire dans ta séance. Donc si tu fais que pec, tu vas avoir 4 exo-pec par exemple. Si tu fais pec-épaule, tu vas faire 3 exo-pec et 3 exo-épaule, 1 pour chaque faisceau par exemple. Au niveau de l'intensité des RPE, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'échelle de difficulté qui va de 1 à 10. Les premiers chiffres jusqu'à 6, on les compte pas, c'est les séries d'échauffement. Et à partir de 7, RPE 7 sur un exercice, ça veut dire que je finis ma série, j'aurais pu faire 3 ou 4 répétitions de plus avant l'échec musculaire. RPE 8, par exemple, un 4x10 sur un squat, il y a écrit 4x10 dans mon programme, donc je m'arrête à 10, mais si j'avais voulu aller jusqu'à ce que je me coince sous la barre, j'aurais pu aller jusqu'à 12 ou 13, parce que je suis RPE 8, je garde 2-3 reps en réserve. Et ainsi de suite. Et RPE 10, je suis à l'échec. Donc si dans mon programme, il y a écrit 4 séries de 6 répétitions, je m'arrête à 6, et la 7e est impossible à faire. Et en gros, ça c'est important, parce que si tu vas à l'échec, ça c'est pareil, c'est une question qui est souvent posée, est-ce qu'il faut aller à l'échec ou pas ? En fait, oui et non, il faut aller à l'échec sur les mouvements d'isolation qui créent peu de fatigue nerveuse et sur lesquels ta stabilité, ton cardio ne rentre pas en jeu. Je peux aller à l'échec sur un écarté au poulie vis-à-vis ou sur un leg extension pour les jambes. Je vais pas être fatigué, je vais avoir une grosse congestion, c'est cool, mais ça va pas me fatiguer, je vais pas avoir du mal à récupérer et ça va pas empiéter sur le reste de ma séance. Par contre, sur un squat, le risque de blessure augmente, je peux me coincer, je vais avoir beaucoup de fatigue nerveuse, notamment si la charge est importante, donc là je vais pas à l'échec. Ça c'est important aussi à connaître. Par exemple, tu peux commencer semaine 1 avec ton squat, notamment si tu n'as pas l'habitude de le faire, on commence toujours avec des bas RPE lorsque la technique n'est pas acquise. Mais imaginons tu commences avec un RPE 7, 7,5, donc tu gardes 3-4 reps en réserve, et bien la semaine d'après tu vas passer RPE 8, puis la semaine d'après RPE 8,5, et la semaine d'après RPE 9. Après évidemment, là RPE 9 au squat, tu es déjà à la limite, on va pas plus loin. Donc ça veut dire que quand tu vas revenir au cycle d'après, tu vas revenir sur un plus bas RPE, mais alors peut-être que tu vas réduire le temps de repos, ou peut-être que tu vas le placer avec une autre méthode d'intensification. Donc ton squat, tu vas le faire en biceps, tu vas le faire avec un leg extension. Il n'y a pas vraiment de règles, c'est ça qui est dur en muscu. C'est pour ça que souvent d'ailleurs, il y a tel coach ou tel influenceur qui va critiquer l'autre, en mode ce qu'il dit c'est pas bon, alors que moi ce que je fais c'est bon, parce qu'il n'y a pas de grandes règles en fait. Il y a des grands principes à respecter, mais après tout le monde peut faire ce qu'il veut tant que c'est cohérent. Et ce que je dis souvent d'ailleurs à mes élèves en coaching ou même à mes abonnés sur les réseaux, c'est que tu demandes un programme de muscu à 100 coachs différents, tu auras 100 programmes différents. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'un qui est bon et les 99 autres sont mauvais. Tu peux avoir 100 programmes qui sont bien faits. C'est juste que tel coach va jouer plutôt sur ce paramètre, l'autre il va faire ça. Et ce qui est important, c'est comment tu justifies ton programme. Voilà, il y a un entraînement, ok, il est bien, comme je dis, il n'y a pas vraiment de bon ou mauvais programme d'entraînement, sauf si tu fais n'importe quoi. Mais après, comment tu le fais évoluer dans le temps? Et chaque coach a ses méthodologies, et en soi, tu peux progresser tout aussi bien avec n'importe quel programme. La phrase qui résume bien ça, c'est « tout peut fonctionner, mais pas avec tout le monde ». C'est ça, exactement. La personnalité aussi, ça rentre en jeu parce que le plus important, c'est prendre du plaisir à l'entraînement. Un bon programme, il est intelligent au niveau de la structure, ok, au niveau de la théorie, mais il est important aussi qu'il s'adapte à la personne pour que la personne, elle lâche jamais. Si le programme, tu t'estimes que ce programme-là, il vaut 8 sur 10 et celui-là, il vaut 8,5, mais si celui-là, il dégoûte le pratiquant et celui-là, il adore, il vaut mieux un programme légèrement moins bien et qui fait plaisir à l'athlète, qui va durer dans le temps et qui va progresser. Ouais, pour qu'il ait une bonne adhérence sur son programme tout le long, en fait. Et du coup, tu as fait la transition parfaite, tu parlais de stagnation. C'est quoi pour toi les 3 plus gros facteurs de stagnation pour un pratiquant de musculation? Et comment on peut faire pour chacun de ces facteurs pour l'outrepasser en fait et vaincre cette stagnation? Alors, en gros, déjà, principalement, tu vas avoir la nutrition. Ça, c'est, je pense, le plus gros, tu vois. Parce que souvent, les personnes,
elles sont pas bonnes au niveau du total calorique et au niveau de la répartition des macronutriments. En gros, souvent, ce qui se passe, surtout pour les personnes qui ont du mal à prendre du poids, tu vois, qui ont une génétique un peu skinny, on va dire, c'est qu'ils mangent pas suffisamment. Et souvent, en fait, ils vont te dire, ouais, mais je me fais des grosses assiettes. Oui, tu te fais des grosses assiettes, mais tu fais quoi? Tu fais un petit déj. En général, les gens, le matin, ils ont un peu du mal à manger, sauf ceux qui ont vraiment l'habitude. Et quand ils mangent, c'est pas des grosses quantités. Il faut un gros repas le midi, un gros repas le soir. Mais même si tu fais un gros repas à 1000 calories le midi et un gros repas à 1000 calories le soir, avec un petit déj à 500 cales, tu as 2500 dans ta journée. 2500, tu fais 70-75 kilos. Tu brûles très vite, tu as un métabolisme fusé. Qu'est-ce que tu veux prendre du poids avec ça? Donc c'est pas Ah, moi, possible. c'est ma maintenance à 1m70 pour 66 kilos, tu vois. Seulement ma maintenance. C'est ça, moi à peu près. Et en plus, la maintenance, elle dépend aussi de la masse musculaire. Parce qu'il faut savoir que les muscles sont hyper énergivores, donc plus tu es musclé, plus tu as un métabolisme rapide, et plus du coup tu auras une maintenance très haute. Voilà. Moi, tu vois, mon père, par exemple, il fait pas du tout de muscu, il a le pauvre zéro masse musculaire, tu vois, ce qui est normal vu qu'il s'entraîne pas. Et il fait le même poids que moi, il fait la même taille que moi, à 2 centimètres près, tu vois, et à 2 kilos près. Et au final, moi, je peux me permettre beaucoup plus de choses que lui, parce que grâce à la masse musculaire que j'ai acquise, ben, même au repos, je brûle beaucoup plus. Ça, c'est le premier problème, on va dire, la diète. D'ailleurs, je finis juste sur la diète. Des fois, tu as des gars, ils te disent, ouais, mais je comprends pas, je mange des aliments euh, bruts, non transformés, par exemple le riz, poulet, machin, mais je prends du poids, dans le cas inverse. Mais parce qu'en fait, du poulet, ça reste du poulet. Ok, certes, mais ça reste des calories. Si demain, tu t'enfiles 1 kilo de poulet par jour, tu es déjà à 1000 cales. Tu rajoutes un peu des glucides, les légumes, c'est pas très calorique, mais un petit peu. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. Au final, tu peux avoir du 4000 calories en mangeant diète. Ça va faire des grosses assiettes, certes, mais il y en a qui le font. Et c'est pour ça que ben, tu peux prendre du poids. Et des fois, notamment, c'est quand tu es en sèche que tu vois ce problème-là. En sèche, tu ne dois pas beaucoup manger. Voilà, tu es à 2500, voire même moins de 2000 calories des fois sur certaines périodes. Et ben, au final, même si les aliments sont bruts, non transformés, ben, tu peux prendre du poids. Donc voilà, la diète, c'est assez compliqué quand tu n'as pas trop de connaissances pour savoir. Déjà, il faut calculer au moins ton métabolisme de base, ton niveau d'activité physique en fonction de ton métier, en fonction de ta pratique sportive. Et là, tu sais à peu près combien de calories tu as. C'est théorique encore une fois, hein, mais c'est proche dans la réalité. Et si tu veux perdre du poids, on va dire que tu manges un peu moins. Et si tu veux prendre du poids, il faut manger un peu plus. C'est vrai qu'en fait, la muscu, quand tu t'y penches un peu, c'est des maths à 80%. Et si le mec, il a jamais compté ses calories, il a jamais traqué ses protes, etc., ou il traque même pas son poids, forcément que tu vas pas progresser. C'est ça. Et puis surtout, en plus, souvent les gens ils disent ouais, mais c'est pas une vie de tout peser, etc. En fait, tu pèses pas vraiment, pas vraiment souvent parce que regarde, moi je pèse quasiment jamais, sauf à la limite ma collation que je prends l'après-midi en post-training. Parce que bah, tu vois, quand tu mets l'avoine, bah, tu balances dans ton blender. Moi, c'est comme ça que je fais. Je me fais une collation liquide en post-entraînement. Bah, c'est compliqué comme ça à l'œil quand ça tombe, surtout dans un blender. Tu vois, est-ce que tu as 30 grammes ou est-ce que tu as 60? C'est compliqué. Mais par contre, à part ce repas-là, je ne pèse jamais mes assiettes. Parce que je sais avec le temps, vu que je l'ai fait pendant des années et des années, mais tu peux le faire un peu moins, je sais dans mon assiette si j'ai à peu près 300 grammes de riz ou si j'ai à peu près 400. Et j'ai pas besoin d'être à la calorie près. Je sais que là, je suis à peu près dans mes macros. Je sais que sur ce repas, je serai entre 800 et 1000 calories. Ça me va très bien. Et encore, même si moi, par exemple, c'est le cas inverse, je pèse tout le temps. Vraiment quasiment tout, je pèse tout le temps, peut-être sauf la tranche de beurre de cacahuète, tu vois, je sais à peu près ce que ça fait. Mais je me dis, ça prend 30 secondes, et si c'est ça le coût, peser 3 aliments, un bout de riz, pour être sûr d'avoir un physique que je kiffe, pour moi, c'est un coût que je suis prêt à payer en fait. C'est une habitude et ça s'acquiert comme tout. C'est exactement ça. C'est ce que je dis surtout aux gens qui n'ont pas l'habitude de peser. Je leur dis, bah, ça sera pas très long et puis tu es un peu obligé au départ. Et puis après, mine de rien, avec le temps, bah, déjà tu vas prendre le réflexe. Et le jour où tu n'auras plus envie de le faire, bah, tu auras un peu comme une calculette dans la tête et tu verras un peu à l'œil, ok, là je suis plutôt bon, etc. Et puis c'est bien parce que des fois, bah, je sais pas, tu manges en dehors de chez toi, tu vas manger une raclette, tu sais à peu près les calories qu'il y a dans le fromage, tu te dis, alors j'en suis pas là, mais des fois tu peux te dire, ah bon ben ok, là j'ai mangé tant de fromage, bon ben j'ai suffisamment de prot, machin. Moi des fois je fais mes petits calculs comme ça, tu vois. Moi je vois mes parents par exemple, ils vont manger du saumon, et derrière ils vont manger un bout de fromage. Et ben je leur dis, à chaque fois, je fais papa, maman, c'est un peu con, le saumon il est riche en lipides, le fromage c'est que des lipides, je vous conseille de manger le fromage sur un repas où vous mangez du poulet. Le poulet ou la dinde ou j'en sais rien, c'est dépourvu de lipides. Là, c'est intéressant d'avoir ton apport en lipides complémentaire aux protéines que tu as eu dans ce repas-là. Mais va pas manger du saumon avec de l'avocat, avec du jaune d'œuf, avec du chocolat noir et avec du fromage. Parce que là, t'es full lipides, t'as rien compris. Et tes parents, quand tu leur dis ça, ils réagissent comment? Ils t'écoutent, ils font ce que tu dis ou
Bah, non, en général, ils écoutent pas trop. C'est pour ça que j'ai un Ouais, peu arrêté, mais c'est vrai que ça a on été est un petit d'accord. combat pendant quelques temps. Mais c'est parce que je pense que ils sont tellement. En fait, c'est ça qui est compliqué avec la santé, c'est que, et on le dit souvent ça, tu vois, par exemple, dans l'entrepreneuriat, hein, c'est plus facile de vendre un Doliprane que de vendre des vitamines. Pourquoi? Parce que le Doliprane soigne une douleur immédiate. T'as mal à la tête, boum, Doliprane. Là, t'en as envie et t'es prêt à payer 3 euros pour un Doliprane quand t'as vraiment hyper mal au crâne, tu vois. Alors que les vitamines, eh ben, même gratuites, t'as pas envie de les prendre parce que on te dit oui, mais ça te permettra d'être moins fatigué et ça te permettra potentiellement d'être moins malade et de vivre plus longtemps, etc. C'est toujours potentiellement, tu vois. Et c'est pour ça que c'est difficile, douleur immédiate et douleur différée. Et c'est pareil avec l'argent, tu vois. Les gens ont du mal à économiser, on se rend compte parce qu'on leur dit bah, peut-être que plus tard la retraite tu l'auras pas, mais peut-être que plus tard tu voudras faire plus de cadeaux à tes enfants, machin. Mais c'est plus tard et on a du mal à se projeter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a du mal à économiser. Le truc intéressant que j'ai vu, c'est que, en fait, pourquoi on n'arrive pas à économiser, pourquoi on n'arrive pas à prendre des vitamines pour notre futur nous, même se forcer à aller à la salle pour notre futur nous, c'est parce qu'en fait, l'image qu'on a de notre futur nous, de, je sais pas, de toi, le Alexandre dans 20 ans, et ben en fait, pour toi, c'est un inconnu. C'est comme si c'était un inconnu, un mec dans la rue, t'allais prendre des vitamines pour lui, en fait, bah, c'est le futur toi. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à tout simplement différer le plaisir. Et du coup, ça c'était lié à la nutrition, donc le premier stade de stagnation pour te montrer un peu où on en était. Du coup, là, on allait passer à la deuxième, c'est, bah, j'imagine, t'allais dire l'entraînement. Je pense que c'est le programme qui n'évolue pas, justement. C'est-à-dire que tu vas faire ton programme, tu vas le garder 12 semaines par exemple, mais comme je dis, 12 semaines, même plus, hein, sur le choix des exercices, c'est pas un problème. Tu vas améliorer ta technique, et comme tu vas faire varier tous les autres paramètres que je vais citer juste après, ça pose pas de problème. Mais par contre, si par exemple tu te dis, ben voilà, là mon programme, ça sera 4 x 6 au premier exercice, 4 x 10 au deuxième et 3 x 12 au troisième pendant X semaines, ben ça c'est pas bon. Au début, tu vas progresser parce que la première semaine, imaginons, je prends un poids au pif, tu vas être au développé couché, 4 x 10, tu mets 60 kilos. La semaine d'après, tu auras peut-être suffisamment de force pour faire 62,5. Et la semaine d'après, peut-être 65. Mais rapidement, tu ne peux pas augmenter de 2,5 en 2,5 toutes les semaines, parce que sinon, ça se saurait, au bout de 50 muscu, on aurait tous 400 kilos de développé couché, ce qui est impossible. Donc en fait, là, en augmentant la charge au fil des semaines, tu imposes un stress différent et de plus en plus important à ton corps, donc tu progresses. Mais si au bout d'un moment, la charge n'augmente pas, et que tout le reste n'augmente pas, le nombre d'exercices, les répétitions, les méthodes d'entraînement, etc., tu vas stagner. Et ça, c'est un problème que je vois souvent, c'est que les gens, ils ont un programme qui est vraiment fixe tout le temps, et du coup, vu que la charge n'augmente pas, ils jouent sur aucun paramètre, et c'est la stagnation, quoi. C'est comme si, je sais pas moi, tu apprenais la guitare, tu maîtrisais un morceau, et au lieu d'en apprendre un deuxième, bah, tu faisais toujours le premier morceau. Alors c'est bien, tu vas peut-être le jouer de mieux en mieux, tu pourras même le regarder, enfin le faire les yeux fermés, mais au bout d'un moment, tu vas pas progresser à la guitare parce que tu sais jouer qu'un morceau. Et du coup, c'était quoi le troisième facteur? Donc, il y avait la nutrition, ne pas traquer, le programme, ne pas changer de programme, ne pas le faire évoluer. Après, en troisième, c'est en fait, tu sors un peu de la muscu, mais ça peut être ouais, la récupération de manière générale, on va dire le sommeil, tu vois. Moi, je pense que le sommeil, c'est quelque chose qui est beaucoup trop sous-coté pour avoir déjà lu pas mal de bouquins et être quand même assez renseigné sur le sujet. Moi, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Pourquoi nous dormons du docteur Matthew Walker. Et je l'adore parce que c'est un spécialiste du sommeil, tu vois. Et il a bossé 30 ans sur le sujet et il te résume en 400 pages ce qu'il faut savoir, enfin ce qu'il a appris en 20 ans. Donc c'est pour ça que j'adore les livres notamment, hein, écrits par des spécialistes, ça prend beaucoup de choses. Et en gros, il disait dedans que le sommeil, alors lui il parlait pas de la partie muscu, mais il disait que dormir par exemple ne serait-ce que 6 ou 7 heures par nuit au lieu de 8, ça va augmenter je crois c'est x2 ou x3 ta probabilité de développer un cancer, ça va développer par 2 ou par 3 ta probabilité d'avoir une maladie, par exemple d'avoir un rhume ou de tomber malade de manière générale. Et tu as plein de petits trucs comme ça où tu te rends compte que le sommeil c'est hyper important. Et en muscu c'est d'autant plus important aussi parce que les gens ils se disent notamment ah ouais mais alors pendant le sommeil je dors donc ça veut dire que je mange pas. Et si je mange pas ça veut dire que je catabolise parce que j'ai pas un apport en protéines pour renouveler mes cellules musculaires donc je vais perdre du muscle. Oui, d'accord, mais en fait pendant le sommeil déjà ton système, enfin ton système digestif, il a besoin déjà de récupérer, hein, parce que toute la journée tu l'alimentes, premièrement. Et deuxièmement, il faut savoir que c'est la nuit que tu as comment dire, la production d'hormones de croissance et de testostérone qui est la plus importante. Donc tu as besoin de dormir, c'est hyper important le sommeil. Et souvent les gens, ben, en fait, ils minimisent un peu l'importance du sommeil, ils se disent oui, bon, je dors 6 heures, 6h30, 7 heures max, tu vois, ça suffit. Alors qu'en fait, tu te rends compte que bah, il faudrait dormir idéalement, ouais, 7 heures c'est le minimum minimum. Et si tu peux tirer 8 heures, voire même plus pour les gros dormeurs, moi personnellement je suis entre 8 et 9 heures, bah, c'est parfait, tu vois.
Donc je pense le meilleur conseil, ouais, après la troisième erreur, c'est le sommeil. Pareil, j'avais un élève, donc lui, quand il arrivait, tu vois, je lui pose des questions sur le sommeil parce que je sais que c'est important. Et il me dit, bah moi, mon sommeil est horrible, je dors 3-4 heures par nuit. Je lui ai dit, ok, bah focus, 2 premières semaines, sommeil. Ok, tu dois dormir au moins 7 heures, 8 heures. Il a fait ça et au final, ça a tout changé en fait. Il s'est senti plus énergique, il s'est senti en meilleure santé physique, mentale aussi. Il a perdu beaucoup plus de gras plus rapidement alors qu'il stagnait avant. Et en fait, le sommeil, comme tu as dit, ça aide à vaincre la stagnation, ça aide en muscu, mais ça aide dans tous les domaines de la vie en fait. Et tu sais que ça me permet de rebondir sur ce que tu dis. Les 3 facteurs qui influencent le plus la prise de poids, c'est 1, la mauvaise nutrition, forcément. 2, l'alcool. 3, le sommeil. C'est les 3 plus importants. Bah, d'ailleurs, en parlant enfin bon, d'être un peu gras, donc aujourd'hui tu as un physique, là je peux le montrer à l'écran, élite, hein, disons-le, il n'y a rien à redire, le six-pack et tout, c'est magnifique. Mais j'ai vu la vidéo sur ton site, ça n'a pas toujours été comme ça. Et il y a 6 ans, enfin après Ouais. 6 ans de muscu plutôt, tu affiché un physique qui était assez loin de là où tu es aujourd'hui, disons-le. Du coup, est-ce que tu peux nous dévoiler qu'est-ce que tu as fait concrètement pour, après 6 ans de muscu avec un physique qui n'est pas là où tu voulais être, passer de ce physique où tu étais à ton physique aujourd'hui, hyper sec, hyper carré quoi. Ben, en vrai, la réponse, elle est hyper simple, hein. Ben, j'ai juste augmenté mes compétences, mes connaissances. En fait, je suis passé d'un gars qui était très motivé, tu vois, mais qui ne sait pas grand-chose, à un gars qui aujourd'hui est pas forcément plus motivé qu'avant, s'entraîne moins qu'avant, à quelque chose près, on va pas énormément, hein, je peux pas dire non plus que je m'entraîne plus, mais je m'entraîne peut-être une fois par semaine de moins. Mais en fait, j'ai tellement de connaissances que je sais exactement ce que je fais. Ce qui fait qu'en fait, les 80% du temps où je suis à fond, tu vois, c'est vraiment du 80% du temps efficace. Et les 20% où je me fais plaisir, en général, j'aime bien utiliser ce terme 20% d'aventure, où je me fais plaisir, tu vois, je pars en vacances, je respecte pas ma diète, tu vois, ou je respecte pas forcément mon sommeil, etc. Déjà, ça me permet déjà de bien récupérer et d'être focus sur les 80%. Et puis ça a peu d'impact parce que les 80% sont vraiment utilisés intelligemment. Alors qu'avant, j'étais peut-être à 90-10, mais les 90, ils n'étaient pas efficaces. Donc au final, si je dois répondre à ta question, c'est vraiment les connaissances. J'ai vraiment commencé à bourriner les connaissances. C'est quoi les 3 principales connaissances qui t'ont permis de passer ce cap en fait? Donc celles vraiment les plus cruciales, ou si tu devais revoir le Alex d'à ce moment-là, tu dois lui donner que 3 pieces of knowledge, 3 connaissances, ce serait quoi du coup, pour qu'il puisse se débloquer? Bah déjà moi j'allais toujours moi je t'ai dit hein, comme je disais un peu plus tôt, j'ai un profil dopamine qui fait que j'aime bien beaucoup aller à l'échec et donc j'allais notamment à l'échec sur les mouvements polyarticulaires, c'est-à-dire que je vais faire un développé couché, toutes mes séries je vais aller à l'échec parce que je suis capable d'encaisser, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. Mais le problème c'est que j'encaisse, ok, mais l'exercice d'après je perds beaucoup de force. C'est-à-dire que par exemple, je fais mes séries, alors oui, j'ai chargé plus que si j'avais gardé quelques reps en réserve, mais du coup, je passe au deuxième exo, j'ai perdu 30% de force. Et donc, du coup, ben, moins de charge sur cet exercice-là, plus de fatigue, donc plus de risque de blessure, moins de tonnage. Et en fait, toute ma séance par la suite, vu que je m'étais cramé au premier exo, elle était moins productive. Donc ça, déjà, c'est un truc que j'ai un peu corrigé. Au lieu d'aller RPE 10 sur des mouvements polyarticulaires comme ça, mais je vais plutôt aller RPE 8, 8,5, 9. Et j'en garde un petit peu pour la suite, ça c'est important. Et j'avais tendance aussi, comme je disais un peu plus tôt, à faire trop de volume. Moi j'étais un mec, je veux prendre des pecs, ok, il faut que je fasse 5 exos, 6 exos pecs dans la séance. Bah, aujourd'hui je fais des séances pecs avec 3 exos, je progresse plus. Après au niveau de la nutrition, ma deuxième grosse erreur, notamment pour ceux qui me connaissent un peu depuis un certain temps ou qui vont creuser un petit peu le sujet, parce qu'il y a des vieilles photos sur Insta ou quoi, c'est que je mangeais trop en fait. Moi on me disait ouais prise de masse, ça veut dire qu'il faut que je fasse un méga bulk. Je fais 1m80, vas-y, il faut que j'aille à 90 kg. Et j'étais monté jusqu'à 88. Donc 1m80 pour 88, quand t'es naturel, ben, t'as beau avoir une bonne masse musculaire, t'as quand même beaucoup de gras. Moi, je sais qu'aujourd'hui, mon poids de forme, où j'ai vraiment mon meilleur rapport masse maigre, masse graisseuse, puissance, donc je suis pas trop sec, je suis pas trop gras, j'ai une bonne puissance, j'ai un bon niveau de testostérone, tu vois. Mon cerveau, il est nickel parce que j'ai une bonne quantité de lipides, etc. C'est à peu près autour des PDC plus 4, PDC plus 3, PDC plus 4. Donc 1m80, 83, 84 kg, c'est parfait. Si je suis en dessous de 82 kg, là je perds en force et tout, je suis moins motivé, j'ai pas assez de calories, je suis en déficit calorique, donc c'est pas anabolisant, c'est pas optimal pour la prise de masse musculaire. Je parie plus musclé parce que je suis plus dessiné, mais c'est pas optimal. Et au-delà, 88, au-delà de 85-86, je suis trop gras, ça sert à rien. Il faut savoir que au-delà de 14-15% de masse graisseuse, de body fat, tu as une chute naturelle de la production endogène de testostérone. Donc
ton corps il produit naturellement de la testostérone, hein, et bien au-dessus de 15%, tu as ta production qui commence un petit peu à diminuer. Et on sait que la testostérone, elle est hyper importante pour la croissance musculaire. Ça, je te rassure, j'ai fait le même. Hein. J'étais monté à 76. Ouais, j'étais monté à 76 à une époque pour 1,72. Bon, après, moi, je suis très léger, mon ossature. Là, si tu veux, je suis à 65 kilos à peu près. Et j'étais juste gras en fait. J'étais juste un gros lard. Et ça, c'est vraiment l'erreur, je pense qu'on l'a tous faite quasiment. Mais c'est ça, en fait, ça sert à rien d'être trop gras parce que bah, déjà, tu dois beaucoup manger hein, pour maintenir ce poids-là, tu vois, mine de rien. C'est des quantités, des fois, qui sont, moi, personnellement, c'était pas naturel de manger 3500 calories, Ouais. ça commence à cogner, tu vois. Donc ça commence à faire, tu commences à te dégoûter, ton système digestif, il est toujours là à bosser, bosser, bosser. Ça coûte plus cher en course, mine de rien, ça coûte plus cher en course. Alors oui, t'as de la puissance, oui, tu remplis les manches de ton t-shirt, mais bon, t'as aucune veine, t'as aucune définition, t'es flotteux, t'es pas beau, t'es bouffi, tu vois, moi j'étais bouffi. Donc non, au final, ça n'a pas d'intérêt. Et puis comme je disais, voilà, la testostérone elle chute, donc c'est même pas optimal pour la croissance musculaire, c'est pas ce qu'il y a de plus anabolisant. Donc non, au final, c'est juste, c'est sympa parce qu'en fait souvent, tu sais, les mecs ils aiment bien parce que en pull, tu parais un peu plus big de un. Ouais. De 2, tu as un peu plus de puissance à la salle, forcément, bah, tu es plus lourd, un rapport poids-puissance, bah, du coup, bah, plus tu es lourd, plus tu as de force. Et puis surtout, ils sont contents, tu vois, tu fais 80, tu vois, toi, tu as dû voir la barre des 70, tu disais, ah ouais, putain, j'ai franchi la barre des 70, tu vois. Et moi, c'était, j'ai franchi la barre des 80, puis après des 85, et puis tu t'arrêtes plus, tu vois. Moi, j'ai des potes à moi, ils sont là, ils font comme ils sont un peu grands, ils font 1m85, tu vois, 1m86, ils veulent franchir la barre des 100 kilos. Et je leur dis, les gars, ça sert à quoi? En plus, dernier point que j'ai pas abordé, plus tu montes, en plus de tout ce que j'ai dit qui est négatif, le jour où il va falloir sécher, tu n'auras pas 5, 6, 7 kilos à perdre parce que la prise de masse a été réussie, tu en auras le double. Moi, ma première sèche, quand je suis passé de 88 à 75, et ben là, il m'a fallu 13 semaines pour perdre 13 kilos. C'est pour ça que je retiens assez facilement ce chiffre. D'ailleurs, je vous invite à pas perdre plus d'1 kilo par semaine parce qu'après, tu perds du gras certes, mais tu dégrades aussi du tissu musculaire. Donc vouloir perdre trop vite, tu perds plus de masse musculaire qu'autre chose. Et du coup, voilà, quand tu montes trop en prise de masse, quand va venir l'heure de la sèche, tu vas pleurer. Parce que du coup, tu auras 10, 15 kilos à perdre, tu vois. Et ce serait quoi du coup la troisième information qui a tout changé pour toi? Troisième, je vais dire que je suis quelqu'un qui est je suis beaucoup plus régulier. C'est-à-dire que je m'entraîne peut-être un peu moins qu'avant, je pèse moins qu'avant, je suis un peu moins. En fait, avant, tu vois, j'étais comme ça, à fond pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis après, bon, c'est les vacances, j'ai un peu plus la flemme. Tu vois, et donc ça redescendait, puis je remontais. C'était un peu une progression en dents de scie, tu vois, c'était les montagnes russes. Aujourd'hui, ça va peut-être un peu moins vite, mais c'est comme ça, tout le long. Et ça progresse, ça progresse, ça progresse. Ça s'arrête jamais, en fait. Donc je passe du point A à un point B ici, tu vois. Alors qu'avant, pour faire ça, ça faisait ça, je mettais beaucoup de temps. Et aujourd'hui, j'y vais hyper vite. J'y vais doucement, mais au moins tous les jours, je progresse. Et ça, je pense, le fait d'être régulier, euh, parce qu'en fait, j'arrive un peu plus à me faire plaisir. Avant, tu vois, j'allais manger. Ça m'arrivait de refuser des restaurants ou des sorties avec des potes parce que je me disais, putain, demain, je vais devoir me lever un peu plus tard, je vais être fatigué. Je vais faire un cheat meal. Putain, mais j'ai déjà cheat il y a 4 jours, donc ça fait 2 cheats dans la semaine, donc c'est pas bon. Aujourd'hui, je me prends plus la tête, tu vois. Il y a des semaines où je cheat pas pendant 10 jours parce que j'en ai pas envie, j'ai pas forcément de trucs prévus à côté. Et puis des fois, je vais faire, pour ceux qui me suivent sur Insta, là, on est dans le vrai, 3, 4, 5 cheats dans la semaine. Des fois, surtout en sortie de sèche, là, quand je craque, ça m'arrive, tu vois. Mais parce que la semaine d'avant, j'ai été carré, la semaine d'après, j'ai été carré, et c'est cohérent, tu vois. Et puis comme je te dis, comme tout est bien fait intelligemment, globalement, ça, tu le sens pas passer. Et puis comme je dis souvent, on n'est pas compétiteur. Ni les gens qui me suivent, ni moi-même ne sont compétiteurs. Ça, c'est vraiment une minorité de personnes. Donc au final, ok, on va progresser peut-être un chouïa moins vite, mais on va pas se dégoûter, on va prendre du plaisir tout le temps. Tu vois, moi, je comptais sortir une vidéo en plus dans les prochains jours sur ça. Il y a une personne qui m'a contacté, une femme, là, il y a pas longtemps, et elle me dit, tu vois, est-ce que toi, tu es quel type de coach? Parce qu'avant de m'engager avec toi, j'ai un peu peur. Moi, mon précédent coach, il me faisait faire du hip thrust 3 fois par semaine. Ce mouvement, je peux plus me le voir en photo. Quand j'allais au restaurant, je devais prendre une salade. Et quand il y avait des croutons, je devais retirer les croutons de la salade. Je lui ai dit, mais pourquoi? Tu te préparais une compétition? T'étais dans les dernières semaines de sèche? Auquel cas, je pourrais comprendre, tu vois. Là, t'es vraiment sur les finitions pour finir ton physique. Ok. Donc, tu vois, elle a fait ça. Et puis, elle m'a dit, bah, en fait, au bout de 6 mois, j'ai craqué, j'ai tout abandonné. Donc, en fait, là, elle est là, tu vois. Alors au lieu de faire ça, si elle avait fait ça, et ben ici, elle serait là, tu vois, au lieu d'être là. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je suis quelqu'un qui a vraiment une approche un peu plus flexible
Et on a tous un quotidien, une vie bien chargée. Et la muscu, c'est quelque chose qui arrive en plus. C'est pas la muscu et ma vie autour, c'est la vie et la muscu autour. Et on se débrouille pour essayer de la faire rentrer où on peut, quand on peut. La phrase que j'aime bien toujours, je répète, c'est pas notre vie au service de la muscu, mais la muscu au service de notre vie. Pour formuler ce que tu disais. Et j'ai exactement la même approche que toi, hein, c'est-à-dire, moi, si je vais me faire un resto, je vais me faire un resto. Surtout là, bon, là c'est la période de Noël, c'est pas le meilleur moment, on va dire, pour être sec et tout. Mais ouais, comme tu as dit, être capable de se faire plaisir et d'être plus régulier que d'essayer de se faire des phases où, ah, je vais être à fond pendant telle période, mais ensuite, tu vas chuter d'un coup, quoi. Du coup, Alex, là, imaginons je suis une personne qui vient de te découvrir. Comment cette personne a fait si elle veut aller plus loin avec toi, que ce soit sur les réseaux ou pour tes programmes ou autres? Bah en fait, moi je propose trois différents types, on va dire, ouais, trois différents trucs, je sais même pas comment l'appeler. Premièrement, moi je propose des coachings personnalisés, forcément, hein, je suis coach sportif donc c'est mon métier. Après, je propose pour ceux qui n'ont pas les moyens des programmes d'entraînement qui sont non personnalisés. Donc en fait, tout se passe sur mon site hein, alexbodyfit.fr. Et du coup, là, si tu n'as pas les moyens d'un coaching personnalisé parce que c'est plus onéreux, tu prends un programme qui est directement fait. Donc il y a des programmes soit débutants intermédiaires. Avec mon associé, on a réuni les deux parce que il faut quand même un minimum de pratique pour le faire, sinon tu ne pourras pas assumer. Il faut que tu aies au moins 6 mois de pratique en muscu, 6 mois, 1 an. Et ensuite, tu as un deuxième type de programme pour les avancées. Les avancées, idéalement, au moins 3-4 ans de muscu. Donc tu te repères dans une de ces deux catégories-là et tu as un programme. Et ensuite, sinon, si c'est ni coaching personnalisé, ni programme non personnalisé, on a sorti une formation, encore une fois avec Sam, mon associé, qui permet justement d'avoir toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui et que Sam a dans une formation. Donc en fait, on a réuni, moi ça fait 11 ans que je fais de la muscu, et Sam, ça fait 13 ans qu'il fait de la muscu, non 14, pardon, 14 ans qu'il fait de la muscu, et ça fait, si je dis pas de bêtises, 7 ans qu'il est coach. Donc on a pris le meilleur de nos deux mondes, en fait, de nos deux connaissances terrain et théoriques, et on en a fait une formation pour aider les gens à se débrouiller seuls en muscu. Aujourd'hui, tu es passionné, tu vois, tu as envie vraiment de te dire, je veux créer mes propres programmes, je veux savoir comment les faire évoluer, je veux savoir comment gérer tout de A à Z, en fait, comment me débrouiller à la salle. Et ben on a fait une méga formation.